Bonjour, donc je suis Christine Delamarre, donc j'assure la direction générale d'Unifergie, qui est une filiale spécialisée du Crédit Agricole dans le domaine du financement de l'énergie et environnement. En introduction, ce que je voulais dire, c'est que dans le monde bancaire commence quand même à émerger des équipes qui s'intéressent à la transition énergétique, et nous, au niveau du groupe Crédit Agricole, dans le cadre de notre plan à moyen terme, on en a fait un domaine d'excellence. Donc ça veut dire que notre sujet aujourd'hui, nous, Crédit Agricole, qui sommes quand même des banques de territoire, c'est effectivement de pouvoir accompagner nos clients dans ce sujet de transition énergétique qui devient prégnant. Alors, accompagner nos clients dans la transition énergétique, ça veut dire répondre à l'ensemble de leurs besoins, que ce soit des entreprises, des agriculteurs ou des collectivités locales. Alors il y a aussi une dimension particulière que j'aborderai pas aujourd'hui, mais bien sûr on est très acteur de tous les éco-PTZ puisque notre banque en a distribué le plus en France. Si on se recentre sur nos sujets d'aujourd'hui, donc on a des sujets énergie renouvelable avec des items, méthanisation, biomasse, éolien, géothermie, etc. Je crois qu'en Aquitaine, on a le Doguer ça c'est en Île-de-France, mais en Aquitaine, il y a aussi un peu de géothermie. La performance énergétique, c'est aussi bien sûr un sujet qui nous intéresse, alors soit dans les industriels avec des cogénérations, soit l'éclairage public pour une collectivité locale, c'est aussi un sujet de performance énergétique. On aborde bien sûr, notamment dans le domaine des collectivités locales, les réhabilitations bâtimentaires, que ce soit sous une forme souvent de contrats de performance énergétique avec les contrats de partenariat. Il y a aussi les montages, dont vous avez peut-être entendu parler en crème, c'est-à-dire en fait vous avez un partenaire privé qui va réaliser et garantir l'économie d'énergie. Par contre, l'investissement sera porté par la collectivité locale. Les réseaux de chaleur, bien sûr, sont au cœur d'un certain nombre de collectivités pour optimiser la distribution de chauffage. Et enfin, on a aussi une capacité, bien sûr, à parler environnement avec les déchets et l'eau. On nous a demandé des retours d'expérience. Voici celui d'Unifergie, qui n'est pas celui globalement du groupe Crédit Agricole, mais qui montre quand même que déjà sur une filiale spécialisée comme nous, on a investi plus de 2 milliards d'euros dans le financement des énergies renouvelables et on a déjà, les chiffres sont un petit peu anciens, aujourd'hui on a bien sûr en milieu d'année dépassé. Donc ça veut dire qu'on a une véritable expérience. Cette expérience, elle s'est construite au fil du temps. Quand on a lancé les premiers projets éoliens, on les a regardés en se demandant comment on arrivera à les financer. Aujourd'hui, on en a fait 1380 mégawatts et la dernière innovation pour nous, c'est le domaine de la méthanisation, où le groupe Crédit Agricole a fait énormément d'efforts pour former en fait son réseau, notamment dans le secteur de l'agriculture, et le préparer avec notamment un outil expert, le préparer en fait à la donne de la méthanisation dont on aura certainement l'occasion de reparler. Donc nous apportons des solutions de financement en prêt, en crédit bail, et qui comportent en fait les périodes travaux, puisque ces projets-là, bien sûr, ont des temps de développement, la TVA, les subventions. Nous intervenons sur une gamme de projets de 2 à 100 millions d'euros et sur des durées de financement plutôt très longues. Vous savez que le monde bancaire finance en général les entreprises façon un petit peu courte, moins les collectivités locales qui ont effectivement le bénéfice d'une plus longue durée, mais nous intervenons au financement de projets entre 7 et 20 ans, ce qui est plutôt une durée longue. La spécificité, c'est que nous avons un réseau d'experts dédiés. Il y a Norbert qui n'est pas là, mais je vais quand même citer, Norbert Coudon qui représente notre entité dans la région. Et l'intérêt effectivement d'avoir un réseau spécialisé, c'est d'être avec vous pour venir apporter le conseil en région sur ces sujets. J'ai la lourde tâche de vous expliquer ce que sont les financements de projets et les méthodes de travail des banques autour de ces sujets. Donc la notion de financement de projet, elle part de l'idée qu'il y a une société qui se crée, qui met des actifs, donc qui investit, et avec ces actifs, on va en fait générer des revenus, et ces revenus, ils vont permettre d'assurer le financement du projet et notamment de rembourser la dette bancaire, et puis aussi, quand on est investisseur, développeur, de rémunérer bien sûr l'actionnaire.
Ces financements, on les appelle sans recours sur les actionnaires. Ça veut dire que normalement, passé la période de développement du projet, c'est-à-dire qui pour nous va jusqu'à la période de connexion au réseau électrique, et bien là, les actionnaires ont fait leur devoir, ils ont apporté leurs fonds propres, et nous, on doit avoir uniquement le flux du projet pour nous permettre de rembourser cette fameuse dette. Donc, quand on dit que les banques prennent beaucoup de sécurité et de garantie, le financement de projet, j'allais dire, il y a très peu de garanties sur les actionnaires, mais on prend les garanties autour du projet, je vais vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de faire ça dans l'énergie Eh bien, c'est qu'on a une capacité d'analyser ces projets avec des risques qu'on a bien sûr identifiés, le risque de l'actionnaire, sa qualité, son savoir-faire, son implication, risque de construction, risque lié aux recettes et risque réglementaire. Alors, avec ça, on va pratiquer en fait notre métier, ce sera d'analyser chaque point et de répondre oui ou non sur chaque point pour permettre de définir à la fin si le dossier est ce qu'on appelle bancable, c'est-à-dire que s'il est finançable. Donc on va faire une analyse un peu technique, c'est-à-dire qu'on a une expertise dite sectorielle. On va connaître bien sûr les technologies, il faut qu'elles soient éprouvées. Le financement de projet a horreur de l'inconnu, donc l'innovation, ça marche pas tellement avec le financement de projet. On dimensionne les installations parce que c'est important d'avoir une taille d'installation qui corresponde en fait au modèle économique. Avoir une installation surdimensionnée, ça sert à rien puisqu'on a surinvesti alors qu'on n'a pas de rendement. Sous-capitalisé, c'est pas bon non plus parce qu'on n'arrive pas non plus à faire les recettes. Donc il faut bien sûr avoir une bonne idée de ce qu'il faut mettre en place. Nous faisons des études, vous savez que le vent, le soleil, ça représente un certain nombre d'aléas. Quand on alimente une centrale gaz, on sait que le gaz, il est là en constant et qu'on va produire en constant. L'intermittence des énergies renouvelables, c'est bien sûr un des grands aléas. Et on sait qu'on a des régimes de vent qui peuvent être assez différents en fonction du climat. L'ensoleillement, c'est un petit peu plus constant, les dérives sont moins importantes. Et là, on est sur des études qui sont menées par des bureaux spécialisés. Nos clients font déjà une première analyse en fait de la capacité du projet et ils estiment, grosso modo, qu'ils ont 50% de chances d'atteindre un certain niveau de gisement. Nous faisons la même chose en matière de méthanisation et biomasse, c'est-à-dire que nous faisons une étude de marché local avec notre client pour s'assurer en fait de la pérennité du gisement, puisque dans ces cas-là, on est bien d'accord que l'énergie qui rentre, on a un risque de ce qu'on appelle un effet de ciseau. S'il n'y a plus de bois, s'il n'y a plus de déchets, on ne peut plus alimenter les installations, on perd bien sûr l'obligation d'achat et surtout on ne produit pas. Donc il est important de sécuriser et de pérenniser et de regarder les concurrences. On constate aujourd'hui en France qu'il y a une véritable concurrence sur l'alimentation de ces centrales. Alors vous avez l'avantage d'avoir un très beau potentiel au bois et je crois que certains d'entre vous ont dû visiter la Syrie à Archambault hier et c'est nous qui l'avons financé dans un montage de cogénération avec revente d'électricité EDF. Donc on peut faire de jolis montages avec des industriels qui ont effectivement le gisement bois dans leur métier notamment. Et nous développons ce qu'on appelle un modèle bancaire, qui est un modèle, bien sûr, comme vous le savez, plus pessimiste que celui du client, mais qui donne quand même, en général, une certaine vérité de ce qui peut se dérouler. Nous qualifions l'ensemble des acteurs du projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les investisseurs qui nous intéressent, il y a forcément les constructeurs, les installateurs, leurs compétences. Quand on a travaillé sur le photovoltaïque, on a eu un foisonnement d'installateurs qui ont voulu développer, avec pas tout le temps de la compétence. Ça veut dire qu'on peut mettre en place des projets soit mal raccordés, soit qui en exploitation ont des vrais soucis. Donc pour nous, effectivement, tous les labels qui sont en train de se développer sur notamment les installateurs, c'est intéressant, ça sécurise quand même les projets.
Les fournisseurs de biomasse, on les regarde, on les sélectionne, on parle beaucoup avec les coopératives forestières, avec l'ONF et avec tous les intervenants de la filière. Et puis enfin, quand les valorisations se font sous forme de chaleur, comme ça peut être le cas soit en cogénération, soit aussi en méthanisation, on regarde la solvabilité de celui qui va racheter la chaleur dans le temps, puisque ça correspond bien sûr à un revenu. Donc là, c'est plutôt des risques de contrepartie. Ingénierie financière et juridique, nous structurons et validons des montages. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ça veut dire qu'on va définir une durée de financement. Dans les énergies renouvelables, la durée de financement, elle se cale par rapport à la durée du contrat EDF. Vous savez qu'en fonction des énergies, la durée du contrat n'est pas la même. Donc on applique en fait à la durée du contrat le financement en recherchant tant que possible une durée un petit peu moins importante pour permettre éventuellement au projet de se rattraper s'il avait eu un problème pendant la durée du financement. Les sponsors, alors je pense que tout le monde va beaucoup en parler, donc ils amènent en général entre 15 et 20% du montant du projet. Je rappelle que les investissements sont très capitalistiques dans les énergies renouvelables. Pour vous donner une idée, en éolien, le mégawatt vaut à peu près 1,3 million d'euros. Quand vous en faites 12, ça fait 18 millions d'euros, 20% de fonds propres, ça fait beaucoup d'argent. Donc il y a nécessité parfois pour un certain nombre de sponsors d'être accompagnés, par exemple par la Caisse des dépôts et consignations. Certaines énergies renouvelables font l'objet de subventions, je pense notamment à la méthanisation qui sans subvention ne pourrait pas fonctionner, c'est-à-dire que là on est obligé de compléter l'obligation d'achat qui est déjà sous un format de subvention puisqu'il y a un tarif quand même qui est significatif, mais on est bien tous d'accord pour dire que la méthanisation s'arrêterait tout de suite si on n'avait pas les 20% de subventions nécessaires à l'équilibrage, 60% de dette financière bancaire, 20% de fonds propres et 20% de subventions, c'est à peu près les grands équilibres que nous trouvons. La banque aime bien faire des économies, donc on demande à nos clients de constituer un compte de réserve. On met à titre d'écureuil 6 mois de service de la dette pour que si le projet avait des petits soucis une année, eh bien on puisse piocher dans la cagnotte pour venir rembourser la dette. La recherche de garanties techniques et financières, je vous ai dit qu'on ne cherchait pas de recherche auprès des actionnaires. Par contre, on va rechercher des garanties auprès de tous les acteurs du projet, c'est-à-dire que ceux qui garantissent les performances, la disponibilité dans les contrats de maintenance ou dans les contrats de vente. Les garanties financières pour les sponsors se limitent généralement à la phase de construction. Parfois, on peut aller jusqu'au début de l'exploitation dans certains parcs photovoltaïques ou en méthanisation, où on sait qu'on a des risques un petit peu importants de monter en cadence, notamment de l'installation. La méthanisation, ça demande au moins 2 ans avant d'arriver à, je dirais, un usage total de l'installation. Et puis après, on nantit, je dirais, le part social de l'emprunteur et puis toutes les créances autour du projet, les créances électriques et les créances des contrats. Nous avons une analyse et un audit des contrats. Il faut savoir aujourd'hui que une banque ne vit plus seule, elle vit avec des juristes. C'est-à-dire que aujourd'hui la réglementation a été tellement booming dans les énergies renouvelables, la diversité des situations de nos clients en fonction des énergies est tellement forte qu'on est obligé, en fait, on a endossé un juridique pour permettre en fait de sécuriter véritablement les dossiers. Alors nos clients sont pas forcément très heureux de ces dispositifs qui sont effectivement très lourds, mais c'est aussi pour leur garantir eux-mêmes par un audit de juristes experts pour voir s'il n'y a pas une faille dans le dispositif qui ferait que l'obligation d'achat ne serait pas obtenue. Donc je sais que c'est un carcan, mais en même temps la réglementation est tellement complexe. Récemment, on discutait sur des cogénérations où on nous demande maintenant de prendre le risque de ne pas avoir une demande d'obligation d'achat complète. La demande d'obligation d'achat complète, ça permet en fait d'être garanti, si vous voulez, d'avoir le contrat EDF. Eh bien, en cogénération, on nous dit aujourd'hui, non, c'est pas suffisant. Il faut après qu'il y ait un contrôle technique après installation pour voir si c'est bien installé. Donc, on vous donne un accord sous réserve d'un contrôle qui se fera
a posteriori de la réception. Donc ça complexifie, si vous voulez, ces changements réglementaires, la façon dont on doit travailler avec nos clients. Et je peux vous dire que les cogénérations agricoles, je crois qu'on en a fait une dans la région et qui a été visitée hier aussi, ça rend les clients nerveux parce que tous ces changements de réglementation, pour eux aussi, c'est des incertitudes. Maîtrise foncière, bon, on a des baux qui sont conclus. La construction, il y a des contrats qu'on analyse. La maintenance, c'est important pour notamment assurer la pérennité en fait des actifs pendant la durée du financement, voire plus loin. On peut pas se permettre en fait aujourd'hui de mettre un moteur dans une méthanisation si au bout de 7 ans il n'est pas remplacé. Donc il faut anticiper. Dans l'éolien, c'est pareil. Il faut anticiper tout ce qui est maintenance plus ou moins importante. La vente de chaleur, je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer de contractualiser parce que c'est important pour sécuriser les revenus. Et on essaie de le faire dans la durée, idéalement sur la durée du financement, mais c'est un peu compliqué. Et puis on a un dispositif d'assurance, bien sûr, quand vous financez des actifs, si l'actif ne fonctionne pas, s'il a été détruit par un incendie, il n'y a plus de recettes. Nous arrivons à ce qu'on appelle la modélisation financière, donc c'est un terme barbare mais qui veut dire en fait qu'on met simplement des chiffres derrière notre analyse et ces chiffres, eh bien, ils nous permettent de valider à la fois le montant de l'investissement. En méthanisation, on sait que les projets valent entre 7 500 et 9 000 euros du kilowatt installé. On a donc des bases de données, des référentiels qui nous permettent de bien juger de ces projets. On valide le modèle des recettes. Les recettes électriques sont différentes en fonction en fait des énergies renouvelables. Donc là, on est obligé d'appliquer à chaque énergie renouvelable un modèle de recettes différentes. Et alors le pire, je m'excuse Antoine, c'est la méthanisation où là, les modèles changent tous les jours avec énormément de variantes. Donc on fait un gros travail de coordination avec les clients. Les productibles ont été validés souvent par des bureaux d'études et on demande généralement ce qu'on appelle des contre-expertises pour voir si le premier bureau d'études a fonctionné correctement. Et puis nous avons mis au point nous des outils pour les petits projets régionaux. On a ce qu'on appelle des extranets clients en photovoltaïque et en méthanisation qui permettent en fait à nos conseillers de caisse régionale d'avoir cette expertise pour des projets de territoire, c'est-à-dire inférieur à 1,5 million d'euros, et qui leur permettent d'avoir le dialogue avec le client ou l'installateur et valider techniquement les projets sans pour autant avoir à mettre en place un dispositif d'expertise externe. Les charges d'exploitation et autres charges, c'est forcément, bien sûr, on est attentif aux conditions d'approvisionnement. J'ai parlé de l'effet de ciseau tout à l'heure, c'est bien sûr essentiel. La maintenance, il faut bien sûr la programmer, la provisionner, regarder le poids des charges dans chacun des dispositifs. Et puis il y a un phénomène là aussi d'instabilité fiscale cette fois-ci, c'est qu'on a constaté dans le temps dans les énergies renouvelables que les nouvelles obligations, nouvelles taxes venaient perturber forcément la rentabilité des projets, la nécessité de remettre en état des sites et les taxes qui ont été imposées, je dirais a posteriori de démarrage d'un certain nombre de projets. On arrive à un fameux critère qui est le critère en fait que tous les banquiers appellent le DSR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on regarde pour dimensionner la dette d'un projet énergie renouvelable comment la rentabilité s'établit dans un projet et en fonction de cette rentabilité on dit qu'elle doit couvrir 120 fois par exemple le service de la dette. Si je dégage 1 million de rentabilité, ça veut dire que je peux rembourser une dette qui va être dimensionnée 120% je vais le prendre différemment. Si je fais 1 million de dettes, ça veut dire que j'ai un projet qui doit dégager 1,2 million de rentabilité pour répondre à un critère de DSR 120. Ça veut dire qu'on cherche une marge de sécurité parce qu'il y a des aléas dans les énergies renouvelables pour pouvoir se dire, si une année ça marche un petit peu moins bien, on remboursera quand même le projet. Donc en fonction des énergies, ce critère financier, ce critère, il est différencié entre le photovoltaïque, l'éolien, et puis le plus risqué étant la méthanisation, on augmente le critère et les exigences. Ça veut dire que derrière, les investisseurs, ils vont mettre les fonds propres qui vont bien. Une fois que j'aurai dit quel niveau de dette je peux offrir aux clients,
par écart, il mettra ses fonds propres, voire des subventions. Et puis on fait toujours dans nos modèles des évaluations de risque, c'est-à-dire qu'on essaie de se dire, mais finalement, si tout se passait mal, jusqu'à quel niveau on peut encore payer cette fameuse dette, puisque vous comprenez bien que pour nous, l'actif même n'a pas de valeur. J'ai jamais encore exploité une centrale de méthanisation ni une ferme éolienne, c'est pas notre job. Et ça veut dire que si un jour le projet ne fonctionnait pas, ça veut dire que c'est la dette bancaire qui ne se paiera pas du tout. Donc on est bien là sur des actifs qui n'ont pas de valeur vraiment vénale, mais qui n'ont que de la valeur d'usage, et dans lequel il faut arriver effectivement à faire en sorte que cette rentabilité, elle s'exprime à la fois bien sûr pour la banque, mais aussi bien sûr pour les actionnaires, pour que ça continue à être des schémas attractifs dans lesquels les privés investissent. Et je voudrais terminer mon intervention pour dire que sur le secteur public, moi je vois quand même aujourd'hui les SEM énergie, que je vais appeler énergie, intervenir quand même maintenant dans le domaine des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on voit peu de collectivités locales se positionner sur ces sujets, mais on voit plus de SEM dédiés au système énergie, qui sont actionnaires soit de parcs photovoltaïques ou éoliens. On voit aussi des SEM se positionner sur des réseaux de chaleur, notamment en biomasse. Donc je pense que pour les SEM aussi, en efficacité énergétique, on a vu des SEM se positionner avec des regroupements de bâtiments publics d'un certain nombre de collectivités locales. Donc je crois personnellement au rôle des SEM plus que les collectivités locales en elles-mêmes pour aller vers les sujets, je dirais, de financement ou d'investissement dans les énergies renouvelables. Je pense que les collectivités locales, c'est pas vraiment leur sujet de produire directement aujourd'hui, en tout cas, de l'électricité. Je vous ai laissé le réseau de nos correspondants et Norbert est à votre